Nous entamons ensemble aujourd'hui, en même temps que l'arrivée du printemps, le début d'un long périple, qui est celui de cultiver la terre. En guise d'introduction, parce qu'avant les plantations au jardin, il y a beaucoup à faire, nous avons la rencontre d'une jardinière et boulangère aguerrie au creux de sa serre. Allô Ève! Allô! Allô Fabien! Salut! Merci de nous accueillir dans la boulangerie. Oui. On est dans votre antre de création culinaire. Fait que là, on vient jaser de votre entreprise qui s'appelle Racine Boulangerie Fermière, Racine Boulangerie à l'île Fermière. verte. À l'île verte. Puis c'est quoi ça, Racine Boulangerie Fermière? Mais c'est à la fois une ferme maraîchère et un petit élevage de poules et un atelier de boulangerie où on fait du pain au levain puis plein de créations sucrées et salées. Sucré et salé, ça se complète bien. Ouais. Parfait. Puis vous avez, j'imagine, chacun votre rôle à l'intérieur de... Ouais, exactement. Bah, moi, je suis plus la partie boulangerie, Ève, c'est plus la partie maraîchage. OK. Puis aussi, on fait affaire avec plein de gens de la région pour s'approvisionner en produits le plus localement possible. Mais après, c'est sûr qu'on peut aller ailleurs. Mhm. On s'embête pas à aller ailleurs. Parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Non, c'est ça. Exactement. Déjà, de faire la boulangerie avec des produits que vous faites pousser dans vos jardins ici, c'est surtout des légumes, j'imagine? Oui, surtout des légumes. On fait, pour tout ce qui est farine, on travaille avec une ferme là, qui fait de la culture biologique puis qui moue eux-mêmes la farine dans la région. Mais nous, on fait de la production maraîchère. Puis comme je disais, on a une cinquantaine de poules aussi qui permettent de produire presque tous les œufs qu'on utilise à la boulangerie là, selon les périodes de l'année. Ça en prend beaucoup quand même des œufs. Hein? Oui. Vous avez combien de poules? On a 40. 50 en ce moment. Ouais. Ah, pas mal plus que moi. Puis c'est ça, vous faites du canage pour avoir des réserves, j'imagine, pour tout le reste de l'année, parce que c'est beau, pendant la période estivale, tout est là, mais après, pendant l'hiver, vous autres, vous continuez à faire du pain, hein? C'est ça, on fait encore des pizzas ou des fougasses avec des tomates. En tout cas, on a plein des bons trucs bien à préserver. Oui, mais c'est sûr. Puis notre ferme, elle a une méthode de production qui est peut-être différente d'une ferme qui fait, par exemple, des paniers ou des marchés publics où ils vendent directement les légumes. Parce que nous, on axe vraiment la production sur les besoins de la boulangerie. Qu'on ne fera pas, par exemple, beaucoup de verdure ou qu'on a beaucoup de légumes de conservation ou des légumes qui se conservent bien soit au congélateur ou en canne. Ouais. Puis on fait certains légumes qu'on aime frais parce que c'est super beau, c'est présenté comme ça, mais on a vraiment beaucoup de légumes de conservation comparé à une ferme qui vend frais durant l'été. Oui, vous choisissez vos cultures pour que Oui. ça puisse bien se marier à vos créations. C'est ça, ouais. Comment on les qualifierait? Boulangères? Ouais, on peut qualifier ça en tant que création boulangère, ça me plaît. Puis ça fait combien d'années que c'est commencé, ce Racine, projet-là? Ouais? bah, je te dirais que ça fait au moins 5 ans. Ah Mais ouais, ça déjà? fait 4 ans qu'on est en activité. Oui, c'est ça. Ça va Plus faire 4 ans, officiel. Oui, mais ça fait 5 ans, évidemment, que nous, on travaille là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. En amont, ouais. Réfléchir notre projet de justement allier nos deux passions que, bah, moi, c'est la boulangerie, puis Ève, c'est plus le côté maraîchage. Donc, il y avait plein de trucs à penser. Et évidemment, tu découvres aussi plein de trucs pendant le cheminement de l'entreprise, évidemment. Il y a des trucs à quoi tu n'avais pas pensé qui arrivent, hein, évidemment, mais après, c'est sûr, on arrive au bout à un moment donné. Ouais, on s'adapte. Bah oui. Puis comment c'est né ça? Je veux dire, comment vous... Un jour, vous vous êtes rencontrés puis vous vous êtes dit, OK, on fait ça, on vit de nos deux passions ou... Oui, ben on s'est rencontrés dans une boulangerie. Moi, je faisais de la vente à ce moment-là. Fabien était déjà boulanger depuis longtemps. Puis c'est ça. Fabien, vite, on s'est parlé. Moi, j'avais envie d'avoir une ferme, mais j'avais pas envie de la pression des paniers de légumes, qui est comme un métier... en tout cas, j'ai plein de respect pour les gens qui le font parce qu'il y a le stress de vraiment produire les légumes pour vendre frais à la personne qui l'attend. Puis il y a aussi la saisonnalité, qui, moi, j'étais pas tant à l'aise avec le fait d'avoir une entreprise qui est vraiment dépendante de l'été pour fonctionner. Pour Fait que faire... j'avais tout ça en tête, dans la recherche de qu'est-ce que j'aimerais, quelle forme j'aimerais que ça prenne. Puis en fait, ben là, Fabien est arrivé dans ce processus-là avec... Je sais pas si toi, tu aurais eu une entreprise sans moi, mais... Je pense pas. Mais t'as embarqué dans l'idée. Embarqué dans la folie. T'as embarqué dans l'idée. Puis aussi, en ayant envie de venir s'installer ici, ben il y a un peu ce besoin-là de créer notre propre emploi parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de faire ce qu'on aimait peut-être pour d'autres. Parce qu'on est à l'île verte, donc on est entre des grands centres.
Il n'y a pas vraiment d'emploi. Ben, il pourrait en avoir, mais quand tu as des envies très particulières ou je pense que Fabien avait envie de faire un certain type de boulangerie, puis moi, un certain type de jardin aussi. Fait que, voilà, c'était ça la voie. J'avais envie de mettre ma créativité à mon compte plutôt qu'à d'autres. Des fois, je me dis, tu as envie de créer, puis il faut y aller. Fait que il y a des fois, tu n'as pas forcément de possibilités dans les entreprises dans lesquelles tu travailles. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi aussi à me dire que ça pouvait marcher une entreprise comme la nôtre. De pouvoir vivre de sa créativité, c'est quand même cool. Hein. Et puis là, vous en vivez, vous faites ça à 100%, vous vivez de vos passions. On fait ça à temps plein. Ouais. Oui. À temps super plein. Ouais, c'est ça, hein? C'est du travail quand même, j'imagine. Après, nous, on aime ça. Hein. Enfin, franchement, moi, je me verrais pas faire autre chose que de la boulangerie. En vrai, là, j'ai déjà pris des marteaux, puis c'est pas mon truc. Ben, chacun sa spécialité, hein? Et comme on fait tout ça aussi sur notre lieu de vie, ben, c'est très... on passe beaucoup de temps, mais on crée en même temps un lieu de vie qu'on aime beaucoup, puis c'est un travail qui est intégré, c'est ça. C'est mélangé à notre vie personnelle, puis des fois, c'est un défi, mais c'est aussi super riche comme mélange. Là. Ben oui, parce que tu habites ton lieu de vie en même temps, puis tu lui donnes la couleur que tu souhaites. Oui, c'est ça. Ce qui est différent si on travaille ailleurs maintenant. Ouais, ben tu as plus de créativité, tu as plus de latitude, puis j'imagine que c'est ce qui pousse les gens à aller en entrepreneuriat. Créer son propre horaire. Après, un horaire de boulangerie, c'est quand même tôt, là, on reste relativement tôt, mais moi, ça me dérange pas. Franchement, c'est ça. Tu crées un horaire. Hein. Je pense qu'il y a toujours des parties. Faut faire des compromis. En fait, on n'a pas le choix. On n'a pas tellement le choix. Hein. Je pense que c'est ça qui est important à savoir. Puis vous, on parlait tantôt là, de type de pain. Tu avais une idée, tu avais un type de boulangerie. C'est au levain? On se spécialise plus en boulangerie au levain. Fait que dans le fond, c'est des bactéries puis des levures qu'on entretient tous les jours pour justement créer. Comment je pourrais dire ça? Ce serait pour créer quelque chose, c'est créer la vie en fait, c'est con à dire. Nourrir la vie. Ouais, c'est un peu ça le levain. Tu crées quelque chose de vivant que tu vas ensemencer après tes pâtes pour faire développer ta fermentation. Et ensuite, moi je fais des fermentations longues sur plus de 24 heures. Donc c'est ça, c'est quand même lente au frigo, mais c'est des frigos qui sont comme à 8-6 degrés. Donc c'est des fermentations qui sont quand même lentes mais contrôlées. Et c'est ça. Donc je fais ma pâte toujours la veille pour la cuisson du lendemain. Fait que c'est ça la planification de l'horaire. Boulangère, au niveau des horaires, je trouve que c'est plus facile parce que souvent tu commences vraiment plus tôt. Tu commences des fois à minuit ou 2h du matin. Moi je commence quand même à 5h, mais ça fait la différence. Ça fait la différence. Je préfère 5h que 2h du matin. Oui, quand il fait encore noir dehors. C'est ça. Puis c'est quoi les produits à peu près, là, vite fait, sucré-salé que vous faites? Là? Alors, on fait beaucoup des fougasses en salé, on fait des scones aussi salés, on fait des croissants, on fait des cruffins, ça c'est fourré avec des fruits de saison. Ça c'est votre produit vedette c'est un peu notre produit vedette sucré. Malgré nous. Ouais, un croissant muffin garni de crème. D'avoir mis la hype là-dessus. Mais en fait, c'est ça, on a comme des canevas un peu de produits, comme par exemple justement la fougasse, on peut s'amuser, mettre plein de choses dedans. Fait qu'au fil des saisons, on change ce qui est à l'intérieur, mais on a un peu, c'est ça, des canevas de produits sucrés, salés qu'on peut adapter avec les saisons puis ce qu'on a disponible. Puis ce que vos amis fournisseurs vous offrent en termes de champignons, viande, fromage disponible. Oui, exactement. Puis les gens peuvent commander vos produits sur votre site web et venir récupérer leurs commandes ici, au Fournil de l'Île-Verte. Ouais. Mais vous avez aussi une boutique à Rivière-du-Loup, non? Oui, on a une boutique à Rivière-du-Loup qui est ouverte les jeudis, vendredis après-midi puis les samedis. Fait que ça nous permet d'amener nos produits plus proches d'un plus grand nombre de gens. Là, comme ici, on est quand même en zone agricole avec beaucoup de distance entre les maisons. Fait que c'est ça, on amène nos produits 3 fois par semaine à Rivière-du-Loup. Je sais que là, quelques étés, vous faisiez quelques marchés publics. Est-ce que vous en faites encore durant la saison estivale? Là, on devrait faire le marché public de Rivière-du-Loup et le marché public
des Basques, mais... On est en fin de planification pour l'été, mais oui, c'est ça. Ça devrait être marché public à Rivière-du-Loup, puis au Basque, mais on n'a pas de date déterminée. OK. Mais ça le sait entre ces deux-là, oui, si jamais vous faites des marchés. C'est les marchés qu'on fréquente, les deux plus proches de chez nous. Puis là, fait que là, on est lundi. C'est pas jour de boulange aujourd'hui. Non, c'est jour de repos. On est le printemps, puis il y a plein de choses à faire pour se rendre à ces beaux canages, entre autres, dont les semis. Puis c'est ça qu'on est venu, entre autres, jaser ensemble de ton expertise en tant que cultivatrice hors pair. Fait que on va aller, je pense, ensemble explorer tout ça dans la serre. Avec plaisir. Parfait. Dans la serre qui commence à peine à se remplir. Oui, bien, il y a déjà quand même pas mal de verdure pour le mois d'avril. Hein? Oui. Bien, on a transplanté ici, ça, c'est des petits bok choy que j'ai partis à l'intérieur dans la maison il y a quelques mois, quasiment 2 mois. Tandis que ce qui est là, ici, devant nous, ça, c'est vraiment des semences que j'ai mis directement dans la terre ici, là, fait qu'elles ont semé. Ça a pris du temps, parce que même dans la serre, il faisait froid, mais là, elles commencent à bien prendre, là, avec les jours qui rallongent, puis le soleil. Parce que vous ne chauffez pas votre serre? Pas du tout, non. Okay. Ouais. Puis on est quand même, il y a une pente, une orientation nord, là, où ça prend du temps le matin avec le soleil et l'éclair, fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus long à réchauffer au printemps. Ce qui est dans la serre, c'est surtout des cultures qui aiment le froid puis qui sont capables de tolérer des plus basses températures. Oui, exactement. Fait qu'on a quand même une partie, en fait, les premiers semis sont partis vraiment à l'intérieur de notre maison. Puis rendu à ce temps-ci de l'année, là, c'est comme la première phase. Avant de sortir ces plants-là à l'extérieur, ça leur permet d'avoir des températures un peu plus fraîches. Alors qu'il fait encore trop froid dehors, mais que dans la serre, elles sont très bien en ce moment. Oui. Quand ils annoncent des gels, tu les rentres ou... Ce qui est là en ce moment, non, parce que c'est toutes des cultures qui tolèrent bien le gel. Même que par expérience, pour avoir essayé des années d'en laisser à l'intérieur puis de les amener ici, les plants comme tout ce qui est dans la famille du chou, brocoli, ils sont vraiment plus beaux quand ils restent dans la serre que quand ils restent à l'intérieur où ils ont un peu chaud à un moment donné. Ouais. Ils ont besoin d'air. Oui, donc on a la fraîcheur. Brocoli. Oui, romanesco aussi, le super beau chou-fleur vert. C'est des fractales. Beaucoup, toute la famille de l'oignon, poireaux, oignons, échalotes françaises. Il y a des oignons verts aussi. C'est parmi les premiers semis à démarrer oui, au ça, mois c'est de vraiment mars. Tôt. Oui, fin février, même début mars, dépendant les endroits. Mais en mars, c'est parfait de les partir en mars. Sinon, après ça, il y a un persil qu'on part quand même assez tôt, nous, pour en avoir tôt en saison. Parce que c'est vraiment une plante qui produit... On peut le partir un peu plus tard, il n'y a pas de problème, là, contrairement aux oignons. Mais quand on arrive à les partir tôt, on a vraiment une belle production dans l'année. Ouais. Encore d'autres plants de la famille du chou, le kale, les choux de Bruxelles, qui sont mes choux préférés. Oui. Encore du kale. Il y a les vivaces aussi, que c'est important de partir vraiment tôt parce que ça prend souvent du temps à germer, besoin de conditions particulières. Puis c'est important que le plant soit assez gros pour être transplanté au jardin. Quand on le transplante, fait que du thym, de l'échinacée, un peu de mélisse. Des plantes médicinales. Parce que les plantes, sinon, plus légumières qu'on appelle, c'est surtout des annuelles. Hein? C'est des plantes qu'on va cultiver pendant 1 an seulement. Puis après ça, l'hiver venu, vont mourir si on les récolte pas. Ouais. Tandis qu'il y a d'autres plantes qui sont des bisannuelles, qui, elles, vont fleurir après leur 2e année, mais aussi des vivaces qui, elles, vont rester avec nous au jardin jusqu'à ce qu'on les déplace puis qu'on les enlève. Oui, puis c'est ce qui est le fun, mais ça vaut la peine quand même de savoir les partir en semis parce que ça donne vraiment accès à une grande variété de plantes vivaces là, quand on est capable de les partir à la graine. Puis nous, là, ça va être le 4e été de culture, fait que j'en ai encore parti un petit peu cette année, mais là, on commence à avoir quand même un bel équilibre, puis il y a certaines plantes qui peuvent se séparer aussi au printemps. Les premières années, j'en avais vraiment beaucoup de vivaces en semis, mais là, ça, c'est ce qui est le fun d'un jardin qui évolue dans le temps. Là, on a moins besoin de les repartir parce qu'elles sont là. Elles sont en train de pousser maintenant. On est presque début mai, puis on les voit apparaître en ce moment. Fidèle au poste. Puis celui-là, c'est quoi? C'est de la mâche. Ah, un genre de petite laitue, hein? Oui, la petite laitue qui pousse vraiment en petit paquet. C'est plus connu en Europe, mais ça pousse super bien ici au printemps tôt. C'est une très belle association. Il y a l'ail qui sort en ce moment. Puis
Puis moi, je la transplante au travers de l'ail. Ah oui? C'est prêt comme dans, à peu près début mi-juin, là, on peut la récolter. Puis fait qu'elle n'a pas trop d'ombre de l'ail, puis ça permet de faire une petite culture. Parce que, attends, il y a un truc théorique ici, là, c'est le compagnonnage que ça s'appelle, ça, non? Oui, ben c'est vraiment d'utiliser le plus possible l'espace qu'on a. Comme on a un jardin, mais qu'on veut produire le plus possible sans avoir besoin de s'occuper de trop grands espaces, ben, j'essaie de mettre le plus de plantes possible, mais il ne faut pas qu'elles se nuisent non plus. Fait que soit avoir des plantes qui vont se succéder dans le temps ou qui vont pouvoir profiter l'une et l'autre, mais du même espace sans se compétitionner non plus, parce qu'on veut pas, on veut pas qu'elle empêche l'autre de pousser. Ouais. Même du point de vue, on peut pailler, on peut faire certaines choses pour aider la retenue de l'eau, mais juste le fait d'avoir, par exemple, un bon couvert de feuillage grâce à plusieurs plantes, ben là, ça va permettre de garder plus l'humidité avec moins de soleil direct sur le sol. Fait qu'il y a ça, mais c'est sûr que c'est beaucoup d'essais-erreurs, là. Je dirais que quand on va vers là, on va en faire que des fois aussi, on a vu qu'il marchait bien dans d'autres jardins, mais pour certaines raisons, dans notre jardin ou avec les variétés qu'on a choisies, ça ne fonctionne pas. Il y a un compagnonnage que moi j'aime beaucoup, c'est les plants de tomates dans le milieu de la rangée, avec des betteraves dans la section à l'ombre, dans le fond. Fait que selon l'orientation du soleil, la section la plus à l'ombre, je mets des betteraves, mais c'est vraiment important qu'elles soient parties, qu'on ait fait des semis avant, puis qu'on les transplante là. Puis là, ça va super bien. Elles adorent l'ombre qu'amènent les tomates. Elles deviennent vraiment grosses. Mais si on les part à la graine, elles ont trop d'ombre. Là, elles germeront pas. Non, c'est ça. Elles n'arrivent pas à maturité. Donc, il faut les faire en semis parce que là, il y a différents types de semis. Ce qu'on voit ici en ce moment dans les espèces de petites caissettes, là, c'est des semis indirects ou des semis intérieurs qu'on appelle, c'est ça? Oui, qu'on peut faire, on peut faire tout le temps, là, quand on veut, en fait, parce qu'on n'est pas dépendant de la météo à l'extérieur, on contrôle l'environnement. Là, ceux-là, maintenant, sont rendus dans la serre parce que c'est comme dans l'étape d'éventuellement les amener au jardin, mais on peut vraiment les faire dans notre cuisine là, ou dans une pièce de notre maison où on va mettre des lampes ou même si on a un bord de fenêtre très éclairé, pour certains, ça va fonctionner. Là, mais... Oui, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la saison n'est pas assez longue. Oui, si on les plantait directement au jardin, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il n'y aurait pas assez de temps pour croître et se rendre à maturité. Exactement. Puis ça permet, il y a ça pour plusieurs, comme les tomates, certaines plantes. Puis pour d'autres, ça permet aussi de s'assurer que les plants qu'on met au jardin, ils ont germé. Parce que dans un paquet de semences, c'est pas 100% des graines qui vont germer habituellement. Fait qu'au moment où on a un petit plant vigoureux qui est prêt à aller au jardin, on le sait. À part si on a des invasions de des ravageurs. C'est pas 100% certain, mais on sait au moins que ce plant-là est germé puis va pousser à cet endroit-là. Ça permet vraiment de s'assurer d'avoir le plus de culture possible sur notre... Donc, semi-indirect ou semi-intérieur ou en serre, c'est la même chose. Puis les semis directs qui, eux, pour certaines espèces, on fait directement en terre, finalement, directement au jardin. Oui, il y a des espèces il y a des variétés qui aiment beaucoup juste être mis. On met la graine directement au jardin. On l'arrose ou pas selon la pluie, puis elle germe rapidement, puis bien dehors. Ça va dépendre aussi, il y a des variétés comme justement les haricots, tout ça, ça germe bien même s'il fait froid. Il y a d'autres, les haricots, les pois, mettons, ça germe très bien s'il fait froid. Mais c'est ça, il y a des variétés qui vont vraiment avoir besoin d'une température, c'est plus autour de 20-25. Mais là, c'est sûr qu'on est mieux de le faire à l'intérieur. Fait que ça, c'est sûr que chacun a sa particularité, mais il y a quand même moyen, souvent sur les sachets de semences, c'est écrit, puis il y a moyen d'avoir accès à cette information-là là, pour chaque semence séparément assez facilement. Oui, avant de se lancer. En fait, là, ici, c'est un semis qui a été fait directement au sol, fait que dans la serre, mais quand même comme si c'était au jardin. Puis, c'est ça. Quand on le fait à la main, en se dépêchant un peu, ça peut faire en sorte qu'on met trop de semences pour la quantité d'espace qu'on a. Puis, en même temps, c'est correct parce que ça permet de voir qu'est-ce qui va germer puis d'être sûr d'en avoir assez. Mais après, c'est vraiment important d'en sacrifier certains pour que les autres puissent bien pousser. Fait que là, on voit ici, par exemple, qu'il y en a vraiment beaucoup très, très serrés. Fait que là, ce qu'on peut faire, c'est venir en arracher. Puis, on sait que les premières fois, c'est un peu crève-cœur, mais ça va permettre d'avoir des beaux épinards après. Fait que laisser un espace, là. Ici, on a un plant, puis là, on peut laisser choisir les plus beaux plants, puis en laisser un autre, par exemple, ici.
On peut se faire une salade de micro-pousses ou Aussi. donner ça aux poules. C'est vrai. Ou la laisser là, puis ça va nous faire... De la matière ça organique. va être pour le mangé sang. par des choses qui vont beaucoup aimer ça. Fait que voilà. Fait que là, on va pouvoir les éclaircir comme ça ici, enlever ça et garder seulement certains plants. Ça va nous assurer d'avoir des beaux épinards qui vont pas, pas avoir de champignons ou qui vont pas avoir de problème de moisissure à l'intérieur et qui vont avoir la place pour pousser. Là, les épinards, ça peut rester assez serré, mais certains plants ont besoin de vraiment plus d'espace entre eux. Puis c'est important de penser à comment ils vont avoir l'air quand ils vont être vraiment à maturité. Fait que si on a un plant de tomate qui est gros comme ça, bien, ça lui prend cet espace-là, même quand on met le tout petit plant de tomate au début. OK, semi-direct, non, semi-indirect. Direct. Ça nous prend des contenants? Oui. Bien là, moi, j'ai des contenants que je réutilise année après année puis qui sont vraiment faits pour ça. Fait que ça prend du terreau. Oui, ça prend de la terre, mais La terre. c'est ça, il faut savoir quel mélange. Là, ça nous prend du compost, ça nous prend de la tourbe. Oui, bien il y a deux choix. Soit on le fait nous-mêmes en choisissant une tourbe, en choisissant du compost, puis là, on peut faire des mélanges. Selon les plants qu'on plante. En tout cas, là, il y a moyen de le mélanger nous-mêmes. Il faut toujours s'assurer qu'il y ait un peu de matière organique, là, qu'on ajoute du compost au moins un peu dedans. Puis il y a moyen d'acheter des mélanges déjà faits. Si c'est pour des plus petites quantités, là, ça peut très bien aller. Oui, on n'est pas obligé de nous faire le mélange. Oui. OK. Ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est que quand on l'utilise, c'est beaucoup plus facile s'il est un peu mouillé. Fait qu'on voit qu'il ne faut pas qu'il soit détrempé, mais qu'il se tienne un petit peu là, quand on le compresse dans notre main, qu'il ne soit pas juste à l'état poussiéreux, puisque des fois, la tourbe, ça peut facilement être très, très volatile et poussiéreux. Ouais. C'est ça. Fait qu'après ça, il faut en mettre dans nos contenants. Est-ce qu'on compacte la terre? Non, mais légèrement quand même. Il faut Un bien petit que peu. les graines, les semences soient en contact. Moi, ma technique, c'est de tapoter comme ça. Tapoter sur le sol, Ouais, sur la table. Sur la table ou ce que vous voulez, après l'avoir mis comme ça. Voilà. Puis là, on peut, mettons, planter des tomates. Semer des tomates, pardon. En ce moment, oui, en ce moment, ça, c'est c'est un bon moment. En ce moment, on est dans donc, les temps. Mi-fin avril, là, si c'est des tomates, surtout pour aller à l'extérieur, c'est un bon moment. Ouais. Fait que les semences, ben, c'est toujours très petit à manipuler. Les tomates, c'est pas si pire. Si vous n'avez pas beaucoup de semences à faire, vous pouvez comme faire un petit trou dans chacun dans chacun. Des Sinon, moi aussi, des fois, j'en mets un petit peu moins de terre, puis j'en rajoute uniformément après, selon... Puis en effet, il y en a qu'on doit semer, qui doivent avoir de la lumière pour germer, puis d'autres qui doivent être, qui peuvent être même dans une pièce noire pendant quelques jours avant d'avoir vraiment besoin de lumière pour continuer leur croissance. Fait que c'est ça, normalement, moi, je mets une semence par petit compartiment, comme ça ici. Si jamais vous avez des vieilles semences que vous n'êtes pas sûr, puis que vous n'avez pas envie de faire de tests de germination, qui est comme une autre étape, ça m'arrive quand j'ai moins confiance que mes semences germent encore très bien, d'en mettre 2 par cellule. Puis au pire, si tout va bien puis qu'elles germent 2 par cellule, ben, j'en enlève une pour leur donner l'espace de grossir. Puis pour le choix des semences, j'imagine que plus les semences viennent du territoire sur lequel on se trouve, mieux elles sont adaptées au climat dans lequel on est. Oui, surtout si c'est pour faire pour cultiver à l'extérieur, là, dans un jardin vraiment avec tous les aléas de la nature. Oui, on peut vraiment regarder autour de nous les semenciers qui travaillent directement dans des conditions proches de celles que nous, on va avoir dans nos jardins. Ouais. Ça va nous assurer que, par exemple, là, ces tomates-là, ben, si je les sème à l'extérieur, je vais arriver à avoir des tomates à maturité. Mais si on les transplante, les tomates vont arriver à maturité au Bas-Saint-Laurent. Ça peut arriver, en effet, si on a des semences qui viennent d'un endroit beaucoup plus chaud, par exemple, où la saison est plus longue, ben, on va avoir des beaux plants, mais ils ne viendront jamais à faire les fruits ou les légumes qu'on veut à la fin. Ouais. OK, fait que là, les tomates, elles, c'est quand même des grosses semences, fait qu'on les recouvre un petit peu de terreau. Oui, on les recouvre. Fait que moi, je remets tout le temps un petit peu de terreau dessus. Puis là, on peut enlever le surplus. Puis comme avant, c'est important de vraiment pas compresser très fort, là, parce qu'on veut que la petite plante soit capable de passer au travers. Mais on veut aussi que la terre soit en contact direct avec le semis pour qu'elle aille l'eau puis les nutriments dont elle a besoin. Fait que voilà, c'est prêt. Fait que parmi les critères de réussite de semis intérieur, là, on est dans une serre ici, fait que c'est sûr, c'est bien aéré. Mais dans une maison, bon, il y a la chaleur. Fait que tu disais tantôt entre 20 et 25 degrés. Il faut que ça soit quand même bien
aéré, donc peut-être un petit ventilateur d'appoint, ça peut aider pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de moisissure. Ouais. Un arrosage pas trop fréquent, mais suffisant. Ouais. Puis pour la luminosité, parce que c'est quand même un des facteurs les plus importants dans la réussite des semis. Là, encore une fois, on est dans une serre, on ne pense pas à ça. Mais si on est dans la maison avec des lumières d'appoint, parce que, bon, une fenêtre orientée sud qui aurait 8 à 10 heures d'ensoleillement par jour, ça serait suffisant pour faire des semis. Mais sinon, tout ce qui est autre orientation, il manque de luminosité. On le voit des fois, des semis qui étiolent, qu'on appelle, qui cherchent la lumière, ça ne fait pas des semis en santé. Fait que là, on est obligé d'avoir des néons ou des DEL, des lumières d'appoint. Oui. Il y a vraiment des lumières spécialisées qu'on peut acheter pour la botanique, là, pour faire pousser des plantes. Mais sinon, c'est une LED ou un néon assez blanc pour les semis de base, moi, ça fait aussi bien. Là. Parfait. Fait que là, on met ça dans notre petit contenant ici. Voilà. On arrose ça demain. Exactement. Puis on surveille. Les tomates, c'est souvent, si la température est bonne, ça va être entre 5 à 10 jours pour la germination. Fait que vraiment vite, on voit une petite plante apparaître. Puis après, c'est le début jusqu'aux conserves. Lorsque nos petites tomates ne sont pas encore sorties, mais à un moment donné, elles vont sortir, puis elles vont manquer d'espace et de nutriments dans ces petites cellules-là. Mm-hmm. Comme les persils ici qu'on voit, qui sont prêts à être repiqués. Oui. Super! Bien, en tout cas, on en a appris des affaires, semi-direct, semi-indirect, les conditions de réussite, planifier ses jardins. Oui, ça fait beaucoup de travail, mais c'est très le fun de pouvoir tout manger ça rendu dans l'été puis à l'automne. C'est le meilleur sentiment, hein? Oui. Satisfaction de manger ce qu'on a fait pousser. Mais merci pour le partage de connaissances. Plaisir. Puis j'ai hâte de venir voir ça cet été, quand ça va avoir poussé un peu plus. Avec plaisir. Merci.